Alors voilà, à J-8 du départ du Tour de France 2022. Donc, Mémoire Édition, en l'occurrence, votre serviteur Philippe Vasseur va vous présenter cette nouvelle belle épreuve. Malgré tout, le Tour de France reste, un Tour de France cycliste reste magique, hein. Alors cette année, je vais essayer de synthétiser à la fois le parcours. Je vais pas faire en détail toutes les photos du parcours. Je vais à la fois donc parler du parcours et des coureurs, des favoris, des Français. Comme vous pouvez le voir sur la carte, un parcours essentiellement concentré sur l'est de la France cette année. Faut dire que l'année dernière, le Tour de France 2021 a quand même fait la part belle au Grand Ouest, notamment à 4 étapes en Bretagne. Donc cette année, le Tour de France a pris le parti de plutôt de s'orienter vers l'Est, le Nord, puis l'Est, puis les Alpes, et pour terminer donc le grand final dans les Pyrénées, avec une petite escapade dans le Périgord avant de retourner directement sur Paris. Avec un départ, alors c'est pareil, toujours cette mode entre guillemets de vouloir faire des départs à l'étranger. Cette année, nous allons être 3 jours au Danemark, n'est-ce pas? Un pays très voisin de la France. Non, ne voyez aucune ironie dans ce que je viens de dire. Donc un pays très très plat, très petit, très littoral aussi. Christian Prudhomme nous a vendu du rêve sur une étape notamment où il pourrait y avoir tellement de vent que il y aurait plein de bordures, hein, et que ça pourrait casser de partout. Mais bon, faut pas rêver, ce seront des étapes de sprinter. On va passer très très vite en souhaitant que sur ces 3 premières étapes, alors il y a le prologue, il y a le contre-la-montre individuel, là, le premier jour, qui doit faire 13 km, en souhaitant que évidemment il y ait le moins de chutes possible. J'espère qu'on va pas rééditer les tragédies de l'année dernière sur le début du tour. Donc où beaucoup de coureurs, hélas, avaient été blessés et éliminés. Une fois cette pause danoise mise de côté, on va dire, enfin, qui sera derrière nous, les coureurs arriveront dans le nord de la France, donc à Calais, Dunkerque. Alors pareil, une étape qui a été vendue comme étant une étape vallonnée, c'est vrai, hein, ça n'arrête pas de monter et descendre, mais bon, faut pas rêver, ce sera également une étape de sprinter. Avant la première, je dirais le premier obstacle qu'il va falloir franchir, le premier piège, l'île Arenberg, c'est une étape de 155 km avec 24 km de secteur pavé répartis tout au long de l'étape. Alors le but évidemment, bah, ça va être de ne pas tomber, de ne pas se blesser et de ne pas perdre trop de temps non plus. C'est donc seulement 8 jours après avoir démarré le tour. Alors il démarre le vendredi cette année, donc ce sera l'étape du vendredi pour arriver de voir vraiment la véritable première difficulté. Voilà, bon ça c'est le côté regrettable du Tour de France cette année, c'est que la montagne arrivera très très tard. Euh, alors après, quand elle va arriver, par contre, ça va être vraiment intéressant. Autant bon, les Pyrénées, pour moi, dans les Pyrénées, il va y avoir 2 belles journées, hein. Ces deux étapes qui sont très très montagneuses, mais je pense que la partie alpestre va être beaucoup plus intéressante, va être beaucoup plus dense déjà en termes de contenu. Euh, Ça démarrera donc après une autre journée de repos. On sera déjà en milieu de Tour de France, hein, quand les coureurs vont arriver dans les Alpes. Alors, première étape savoyarde, notamment le pas de Morgin, qui est une belle difficulté, hein, de 15 km avec des bons pourcentages. Ensuite, il y a aussi l'ascension à Megève, mais bon, je pense pas que c'est là
les choses vont vraiment se... Il y aura des éliminés, mais c'est pas là qu'on va désigner forcément le vainqueur. Ou quelqu'un comme Pogacar, je pense que ce sera beaucoup plus tard. S'il décide de tuer, entre guillemets, le suspense au Tour de France, ce sera un petit peu plus tard. Et ce sera notamment, ça pourrait être la fameuse étape Albertville, col du Granon. Ah, le col du Granon, 11 km d'ascension à 9%. Un régal pour les cyclosportives. Je parle en connaissance de cause, je l'ai monté 2 fois, c'est très très dur. Ça monte debout depuis Serre Chevalier, c'est assez effrayant. Euh, Beaucoup disent que le Tour de France va se jouer là. C'est vrai que ça peut être une étape piégeuse, mais je pense que le lendemain, Bourdoisan, l'Alpe d'Huez, qui est un peu un remake de la marmotte cyclo, avec donc trois géants, donc le Galibier, par son côté quand même le plus long, mais aussi, enfin, le plus long et le plus facile. La Croix de Fer, donc la Croix de Fer qui est... Et pour finir, évidemment, sur le géant Alpe d'Huez, hein, donc le mythique Alpe d'Huez, étape longue qui risque également de faire mal, surtout au lendemain d'une étape très difficile telle que l'arrivée au sommet du col du Granon. Euh, pour moi, là, ouais, je pense que le tour va se jouer sur ces 4 jours. Ça va être 4 jours où il faudra être vraiment très très en forme. Un coureur qui a une défaillance dans cette partie du Tour de France, à mon avis, là, il peut très très vite sortir du top 10, hein. Après une étape de transition pour sprinter jusqu'à Saint-Étienne, il y aura cette fameuse aussi étape Saint-Étienne-Mende, où qui se terminera par la montée Jalabert. Une montée de plus de 3 km, mais attention, le pourcentage, 12%, 12%, ça va faire très très mal aux jambes. Ça peut profiter à des baroudeurs qui seront partis avant. Certainement, la victoire d'étape ne se disputera pas entre les favoris, mais dans le peloton des favoris, là, attention, il va falloir serrer les dents pour ceux qui sont pas au top top. Connaissant l'explosivité de Pogacar, il est capable sur 3 km, sur de tels pourcentages, de faire sauter tout le monde. Donc ça peut, voilà, ça peut être elle peut être assez effrayante cette étape, hein. Donc après, il y aura aussi hein, 2 belles étapes dans les Pyrénées, hein, faut pas les oublier. Donc des cols mythiques et la fameuse aussi montée vers Otakam, hein, des étapes assez longues avec beaucoup de relief, hein, donc, avec des D+, des dénivelés positifs à plus de 4000 mètres. Donc il y aura encore de quoi s'expliquer. Euh, Ça va être un Tour de France, bon, même si les difficultés montagneuses sont concentrées en deuxième semaine, mais ça donne quand même un tour assez difficile sur ces 2 semaines-là. Sachant que la première semaine va être aussi difficile nerveusement aussi pour les passages, que ce soit les pavés, le vent, tout ça. Voilà, les coureurs vont y laisser de l'énergie, du jus. Ça, c'est évident. Alors, on va passer maintenant aux ultra favoris. Les ultra favoris, donc nous avons bah, évidemment Tadej Pogacar, on ne présente plus, il n'a que 23 ans, il a déjà remporté les 2 Tours de France précédents. C'est carrément une machine, hein. Moi je le surnomme Robocop, c'est peut-être un peu péjoratif, mais moi il me fait vraiment penser à Robocop, quoi. Et puis bon bah il explose à 1000 watts hein, dans l'école quand il décolle, hein. Ça a été mesuré, hein. Et il est capable de tenir assez longtemps, voilà, pour faire exploser tous les adversaires dans sa roue. Et en contre-la-montre, il est phénoménal. Enfin, bon, il est bon partout. Il a une puissance également dans les sprints. Enfin, voilà. Il- alors, c'est pareil, ça revient un petit peu à ces coureurs.
Alors je veux pas surtout pas le comparer à Armstrong, hein, par rapport à tout ce qui gravite autour d'Armstrong, mais c'est vrai qu'Armstrong, lui, se concentrait uniquement sur le Tour de France. À un moment, on le voyait quasiment pas dans les autres épreuves. Bah, je trouve que Pogacar, pour le coup, cette année, c'est un peu pareil, quoi, hein. Donc, depuis le Tour des Flandres, bah, il a fait une seule apparition au Tour de Slovénie, donc chez lui, hein, dans une épreuve de seconde zone, qu'il a gagné, évidemment. Ouais, et on a l'impression, bon, il a dit lui-même, hein, dans une interview, il avait besoin de se faire un peu les jambes là, sur 5 jours, mais qu'il était surtout très très concentré sur son entraînement. Donc voilà, c'est quelqu'un qui s'entraîne, qui s'entraîne, qui s'entraîne. C'est sûr, c'est un bosseur, mais c'est dommage de ne voir des champions comme ça que au moment du Tour de France, et un peu dans les, voilà, on l'a vu au Tour des Flandres, mais mis à part ça, voilà, il a pas fait grand-chose d'autre, quoi. Ça aurait été peut-être intéressant de le voir sur le Dauphiné Libéré ou le Tour de Suisse, par exemple. Alors l'autre favori, ben, c'est Primoz Roglic, son compatriote slovène, qui court, lui, après cette victoire dans le Tour de France, bah, qui commence à prendre de l'âge, 31, 32 ans, et qui court après cette victoire, après avoir remporté le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne. Il lui manque le Graal, il lui manque le Tour de France. Cette année, il semble très très fort, avec une très très grosse équipe, hein. Donc là, je pense qu'il est la Jumbo, là, ils sont archi prêts, ils vont tout faire, hein. Ils ont fait une démonstration sur le Dauphiné libéré. C'était voilà, c'était eux et les autres, quoi. Et alors dans la dernière ascension, notamment de Dauphiné libéré, l'arrivée au sommet, c'est Vingegaard qui l'a emmené, et Vingegaard me semblait plus fort. Euh, donc c'est pour ça, Vingegaard est pas un ultra favori, mais si Roglic a un accident, bah, comme l'année dernière par exemple, ou s'il est un petit peu moins bien, je pense que le plan B, ça va être Vingegaard. Vingegaard, il progresse énormément. Il a fait un Tour 2021 quand même qui était probant, hein. Voilà, donc alors c'est quand même c'est vrai que Roglic et Pogacar restent quand même les deux grosses cotes de ce Tour de France. Alors on va parler d'autres coureurs qui sont aussi des grosses cotes, ou voire des bonnes cotes, hein. Alors on a dans un premier temps euh, le russe Vlasov, qui a fait une excellente saison, qui est un coureur très complet, qui grimpe très bien, qui roule très bien, qui est très en forme, donc qui aurait, je pense, gagné enfin, on peut pas savoir, hein, mais qui était bien parti pour gagner le Tour de Suisse, sauf qu'un contrôle positif au Covid, l'a écarté de l'épreuve. Mais moi, il m'a fait une belle impression à Liège-Bastogne-Liège, au Tour de Romandie. C'est quelqu'un qui attaque en plus. C'est vraiment un attaquant. Donc voilà, je dirais bien que lui, il a ses chances. En deux, j'ai mis Daniel Martinez de chez Ineos, le Colombien, qui est voilà, aussi un homme en forme actuellement. Qui grimpe très très bien, qui voilà, si après c'est le problème d'Ineos, ils vont être trois leaders. Daniel Martinez, Geraint Thomas, on va en parler tout à l'heure, et Adam Yates. Donc c'est de qui les uns et les autres va prendre le leadership. Sachant que pour moi ils sont un petit peu un ton en dessous des Jumbo, mais bon, à voir. Donc évidemment, dans ma troisième grosse cote, j'ai mis Vingegaard. Pour moi, s'il est capable d'assurer derrière Roglic, si vraiment Roglic va moins bien. Alors, ce qu'ils peuvent faire aussi, c'est une alliance. Bah, de toute façon, ils sont dans la même équipe, donc forcément, il va y avoir une alliance. C'est qu'ils puissent isoler Pogacar et puis qu'il l'attaque à tour de rôle. Voilà, ça peut, parce que Pogacar n'a pas à côté il a des bons équipiers, mais il n'a pas voilà, il a pas des grands noms. McNulty n'a pas par exemple, n'a pas le niveau de Vingegaard.
Alors, après, j'ai mis Adam Yates, Sir Adam Yates, notre Gallois, qui revient très très fort. Donc, voilà, qui vient de gagner le Tour de Suisse. Je pense que ça lui a donné la confiance. Euh, on- pour moi, il peut prendre sa chance. Alors, c'est vrai qu'intrinsèquement, il est moins fort quand même que Pogacar et Roglic actuellement. Mais on sait jamais, on sait jamais. Et puis de toute façon, un Tour de France c'est 3 semaines, hein, donc il peut se passer plein de choses. C'est pareil, il peut, voilà, Pogacar, il peut avoir un trouble digestif ou voilà, on peut chuter, on sait jamais. Ces gars-là, ils sont en embuscade et ils sont très très bons. Alors en 5 j'ai mis Fuglsang parce que bon, le Tour démarre au Danemark, mais c'est vrai que bon, j'y crois un petit peu moins quand même. C'est un bon coureur, mais il est pas assez attaquant, je trouve. Il a toujours manqué cette niaque pour attaquer. Je trouve que Vlasov, pour moi, il me séduit beaucoup plus dans sa manière de courir. Il prend plus de risques. Alors, nos Colombiens, donc Higuita, qui pourra bien aider d'ailleurs Vlasov, puisqu'ils sont dans la même équipe, qui est un très très bon grimpeur là, qui nous a fait là des belles choses dernièrement. Et puis le petit Chavez également. Donc pour moi, Higuita, Chavez, Martinez, c'est vraiment les trois Colombiens qui montent en puissance actuellement, qui font, voilà, qui démontrent de belles choses, qui sont des beaux coureurs. On peut y associer évidemment la légende Nero Quintana qui sera là également, hein. Je ne l'ai pas mis dans les photos, mais qui a fait un très bon début de saison. On sait pas trop. Alors depuis, il a pas pu tellement courir. Il a chuté autour de Turquie et après il a arrêté. Et il a repris à la route d'Occitanie. Il a bien figuré, mais sans, voilà, sans exploser tout le monde, sans faire exploser tout le monde. Il a chuté en plus, donc, mais bon, je pense qu'il va être en forme, Nero. Il peut faire des grandes choses en montagne encore. De toute façon, Arkea cette année, ils ont jusqu'à mars-avril là, ils avaient vraiment la forme. Ils ont fait vraiment des très très belles choses. On va parler de nos Français. Nos Français, donc je trouve que cette année on a des Français qui sont en forme, qui arrivent en forme au bon moment et qui ont bien dit qu'ils ne viseraient pas qu'ils ne viseraient pas le classement général, la plupart. Et ça, c'est intéressant, on va y revenir. Alors, on va quand même parler de David Gaudu, qui lui va quand même plus viser le classement général. Il est encore jeune, il peut progresser, il a une belle marge. Au Dauphiné, il était un petit peu juste, il était pas au pic de forme, mais ça, c'est peut-être intéressant parce que faut pas arriver non plus trop vite en forme. Donc ça se trouve ça montait là sur le Dauphiné, puis il va arriver au Tour de France et là il va être au pic, hein. Peut-être. Moi je vraiment, il y a beaucoup de gens qui critiquent, voilà, qui n'y croient pas une seconde à David Gaudu. On va voir, on va voir. Donc nous avons, alors moi j'ai forcément je l'ai associé avec Thibaut parce que Thibaut voilà, qui devient un peu le vétéran dans l'équipe FDJ, mais pour moi qui est extraordinaire. Voilà, Thibaut qui nous a fait un tour, une étape sur le Tour de Suisse. Et d'ailleurs, j'ai repris la photo, il gagne. J'adore comment. On sent qu'il a retrouvé la niaque, la conquête, il a plus ses problèmes de dos là. Et lui, il va viser les étapes. Il a dit qu'il allait viser les étapes. Je pense il va mettre un peu de bazar là-dedans. Il va attaquer dans les montagnes. Ça va être super. Guillaume Martin, pour moi, Guillaume a fait un Tour d'Italie. Il a beaucoup appris sur le Tour d'Italie. Il l'a terminé. Il a eu des hauts, des bas, mais voilà, il a attaqué. Il a pu espérer accrocher un top 5 à un moment. Attention, Tour de France, il peut être très très en forme. Ainsi que Romain tellement déçu par son Tour d'Italie qu'il avait préparé vraiment au millimètre. Et la mort dans l'âme qui a dû voilà, abandonner parce qu'il est tombé malade. Mais c'est ça un grand tour, hein, donc voilà, il peut y avoir comme ça des défaillances, des maladies qui font que vous arrêtez.
Voilà, Romain, je pense qu'il va être revanchard sur le Tour de France et il a dit d'ailleurs qu'il ne viserait pas le classement général, mais il va faire des coups comme Pinot, comme notre ami Pierre Roland, qui lui a été meilleur grimpeur sur le Dauphiné libéré. Donc on a retrouvé le fameux hashtag attaque de Pierre Roland et bah, finalement voilà, c'était super intéressant. Et je pense que sur le Tour de France, s'il a les jambes, il va nous remettre ça. Et ça peut participer du coup à une course complètement débridée en montagne. Ça peut désorganiser aussi des équipes, les équipes des grands leaders voilà, ça peut brouiller les pistes, mais c'est très très bien, c'est très très bien. Warren Barguil qui a fait un beau début de saison, qui a gagné 2 étapes, dont une sur le Tirreno Adriatico, un petit peu en dessous sur le Dauphiné libéré, mais pareil, il va peut-être revenir là bien sur le Tour de France. Et puis notre Benoît Cosnefroy, j'adore Benoît, pareil, également un gros puncher, un gros baroudeur. Il peut aller nous chercher des étapes. Alors, je termine, enfin, ça ne sera pas ma conclusion finale, mais je vais quand même, je voulais en parler quelques secondes. Moi, là, ça me fait vraiment peur par rapport à ce qui s'est passé à Vlasov, mais il n'y a pas eu que lui hein, qui a été écarté du Tour de Suisse. Alors que lui, Vlasov, était leader et qu'il était à 3 jours de la fin du Tour de Suisse et qu'il était en bonne position pour gagner, donc écarté pour un test positif au Covid-19. Donc ça veut dire que dès lors qu'un coureur sera testé positif, il devra quitter le tour. Donc voilà, c'est une mesure tout à fait juste, hein, bien sûr. J'espère que là, le Covid ne va pas venir perturber le bon déroulement de ce Tour de France et qu'il va pas en fait voilà sortir un vainqueur qui n'aurait pas dû l'être. Enfin, faut pas que ça devienne du grand n'importe quoi. Donc je tends le dos par rapport à ça, mais c'est vrai que moi ça m'effraie un petit peu. En tous les cas, faites-nous plaisir, hein, j'ai envie de dire, hein, les messieurs les coureurs, donnez le meilleur de vous-même. Vous êtes voilà, euh, vous avez la route à vous. Et puis j'espère aussi parce que le cyclisme reste un sport individuel, hein, que ce sera l'individu qui va primer sur l'équipe. On voit que les années passantes, c'est de moins en moins ça. Heureusement ou malheureusement, bon, moi je suis peut-être. C'est vrai que je suis plus partisan que le cyclisme doit rester un sport individuel. Euh, mais c'est vrai que les tactiques et les stratégies qui sont mises en place maintenant font que, ouais, en général, il y a moins de suspense. Mais il y en a encore, hein, il y a encore des courses où il y a du suspense. On a vu Tour de Suisse, pour moi, m'a plus plu que le Dauphiné libéré. Voilà, donc on est impatient d'arriver au vendredi 1er juillet et puis voilà, de regarder ça très attentivement pendant 3 semaines. Voilà, c'était Mémoire Édition. Je vous souhaite une bonne soirée. À très bientôt. Oui, donc petit erratum par rapport à l'allusion à notre coureur gallois, il s'agissait bien de Geraint Thomas et non, donc Sir Geraint Thomas et non Adam Yates qui aussi normalement sera présent sur ce tour. Donc voilà, c'est bien de Geraint Thomas dont je voulais parler. D'ailleurs, c'était sa photo de toute façon. Et juste pour terminer, pour vous dire que ma trilogie Passionnément cyclisme est toujours disponible en librairie ou en vente directe. Il suffit de me contacter sur ma boîte mail mémoireédition@gmail.com.
elle s'affiche également. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Plus vous vous abonnerez, plus j'aurai de visibilité. Parce que mine de rien, ces vidéos-là, ça représente un travail qui reste bénévole et qui reste d'abord pour le plaisir, mais c'est vrai que le plaisir aussi, c'est d'être vu par le plus grand nombre de personnes possible. Donc si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce ou carrément à vous abonner, voire à commenter directement sur ma chaîne YouTube. Merci beaucoup.